Soyez toujours fiers de l'endroit d'où vous venez. Il n'y a pas de territoire de seconde zone. Il n'y a pas que les villes, il n'y a pas que les métropoles qui comptent. On fait des trucs incroyables à la campagne. Le lien avec le territoire, il est très important. Vous en ferez ce que vous voudrez plus tard dans votre vie, mais au moins vous saurez d'où vous venez, quelle a été l'histoire de votre territoire. Peut-être de redécouvrir aussi l'histoire de vos familles. C'est très important parce que la France, c'est 36 000 communes. On a tous des liens différents avec son territoire. Ceux qui témoignent, ils ont envie de vous transmettre tout ça parce qu'ils ont cette même fierté partagée. Et voilà, c'est très intéressant d'avoir votre retour à vous aussi après. Et de façon éducative, avec une grande présence des écoles et du collège ici. La personne elle rentre s'asseoir, on dialogue et vous posez une question. Par exemple, cette scène-là, vous posez une question. Alors, je m'appelle Lise Croulbois et je suis très heureuse de vous rencontrer. Avez-vous vécu la guerre ? Je suis né après la guerre, en 1946. Mais j'ai connu quand même toute l'après-guerre, les souffrances des gens, avoir subi les Allemands chez eux, tout ça, c'était quand même assez pénible. Ils avaient fait leur chez eux, chez nous, en quelque sorte. À la Bribourdière, il y a un château là. Et les Allemands étaient là, et tout le monde était en bonne relation, entre parenthèses. Hein. Il y avait des restrictions, il n'y avait plus de sucre, on avait mal à avoir du pain, etc. Mais où ça a été dangereux, c'est à partir du débarquement, et quand les Anglais et les Américains étaient là, et là, il y avait les armes. Notre maison, il y avait 2 caves. Et en bas, au bout, il y avait un bâtiment que les Allemands avaient réquisitionné pour le jeu des soldats. Je me rappelle justement de voir au débarquement, les avions faire un piquet pour mitrailler. À partir de 6 h du matin, bombardement, Goustranville, l'église est tombée, Madame Jonco est décédée, elle a pris un éclat. La ferme en dessous, il y a eu 2 personnes de tuées. En fait, toute la matinée, ça bombardait partout. La maison, qui est une maison ancienne en colombage et puis l'essampage en ardoise, elle a été secouée. Et mon frère, qui a 4 ans, qui dormait encore, il était recouvert de poussière. Nous, au bout de notre jardin, on avait construit, mon père avait fait creusé pour faire un abri, quoi. Je sais qu'on y a été une fois, mais malheureusement, c'était pas ventilé comme il fallait. Alors, si bien qu'on a été d'autres fois pour se réfugier, abandonner la maison, on allait se réfugier dans la rivière. À ce moment-là, qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Il fallait se cacher, quoi. La commandature, le maire de Criqueville, toute personne trouvée sur les lieux à partir du 23 ou 26 juin sera descendue par les armes. Et c'est à partir de là qu'il y a eu ce qu'on appelle l'évacuation. Dans la carriole, il y avait ma grand-mère, mon frère, et la bonne, autrefois, enfin, employée de maison, une 12aine de vaches probablement, le bourricot, les bidons, les seaux, parce qu'il fallait les traire ça et là, et puis du ravitaillement, à la limite, il y avait du lard-salé, il y avait tout. Et quand donc on est revenu à la ferme, eh ben, il n'y avait plus de maison. Elle était brûlée. La petite cour de ferme, il y avait, je crois, 46 trous d'obus. Des trous dans les bâtiments, la maison étant là, les bâtiments là, il y avait des trous, etc. Une partie de Dozulé avait été rasée par les bombardements. Toute la partie où il y a le monument aux morts actuellement. Quand j'ai connu Dozulé, que je venais à l'école, je voyais encore des vestiges de la guerre encore à cette époque-là. Il y a encore des maisons qui étaient rasées. Et j'ai vu la construction de la place du marché, tout ça.
La mairie, après, c'est à partir de là que ça a vraiment bougé beaucoup, d'Ozulé. Toutes les maisons étaient en bordure de route avant. Que la place, quand ils l'ont reconstruit, ils ont refait la place du monument, en face à la mairie. Comme la gendarmerie d'ailleurs, parce que la gendarmerie était à l'emplacement de votre petit parking là. L'entrée à l'époque était sur la rue de Verdun, et non sur le bord de la route nationale. Derrière les maisons qu'on voit actuellement, les maisons de rue là, derrière c'était les herbages. Super U, tout ça, avant c'était des terrains, c'était des herbages, il y avait des vaches là-dedans. Et dans le jardin, j'ai vu la première maison se construire, il n'y avait pas de route. Les premières maisons étaient au milieu du champ. Tout le quartier sur Caen, là, à l'entrée du bourg, mais du côté Caen, tout ça, c'est de la construction d'après-guerre. Voilà. Quand je suis arrivé, il y avait à peine 900 habitants, alors qu'on est à 2300, 2500 habitants maintenant, hein, vous voyez. À 400 mètres, c'était les champs. Hein. Bah oui, mon jardin est donné sur le champ. Aujourd'hui, c'est devenu un petit village. Dans le temps d'Ozulé, j'ai envie de dire que c'était le bourg où toutes les personnes qui étaient de Annebault, d'Anestal, de toute la région, venaient ici pour faire les courses. On n'avait pas besoin d'aller à Caen, il y avait tout ce qu'il fallait ici. D'Ozulé était quand même un point de centre pour toute la région. Les petites communes descendaient à d'Ozulé. Il y avait beaucoup de petits artisans, de petits commerces. Beaucoup d'épiceries, il y avait beaucoup de cafetiers. À cette époque-là, on avait déjà deux médecins, le docteur Bougot et le docteur Villain. Et puis tout le monde travaillait. Ah, c'était mouvementé, il y avait même une brasserie, pour le dire. C'était eux qui employaient quand même pas mal de monde aussi. Tous les corps de métier étaient à peu près à d'Ozulé. Pas besoin d'aller chercher des gens de l'extérieur pour construire sa maison. J'ai connu 11 bistrots. Hein, 11 bistrots. Les gars de la briquerie, tout ça, tout le monde. C'était au cours d'Ozulé, moi, j'ai pris un petit coup. Il y avait l'hôtellerie normande, il y avait c'était la principale, l'hôtellerie normande. Où est le cabinet d'infirmière, c'était pareil, c'était un restaurant, un café-restaurant. Il y avait plein de petits commerces partout, 2 restaurants, un petit peu de tout. Hein. Et on n'avait pas des grandes surfaces à l'époque, on allait au jour le jour pour faire les commissions. On amenait avec notre petite liste, on donnait la liste. Et les clients venaient au magasin et on les servait, il y avait pas on avait un carnet, on prenait et on allait chercher dans le magasin ce que le client nous demandait. À cette époque-là, à d'Ozulé, il y avait 8 épiceries. Il y avait 2 bouchers, il y avait charcutier, 2 charcutiers. Chaque boucherie avait son abattoir. Ça s'est arrêté dans les années 70, quand tout le monde a été obligé d'aller, par règles sanitaires, ont été obligés d'aller aux abattoirs de Dives. Là où c'est écrit pompe funèbre, autrefois c'était un abattoir. Le boucher, qui avait son établissement sur la grande rue, venait aller dans les fermes, choisir ses animaux pour les abattre. Et ensuite, on enlevait la peau, forcément, et puis il a été dépecé et emmené à la boucherie. Autour de d'Ozulé, il y avait je ne sais combien de fermes. Le marché du mardi était sur la Grande Rue. Tous les commerçants venaient sur la Grande Rue. C'était la sortie des agriculteurs. Sous la mairie, et là, il y avait tous les paysans qui vendaient leurs poules, leurs lapins, leurs légumes. C'était que ça. Les gens, on avait des jardins, et puis quand il y avait trop de légumes, ils venaient au marché et puis ils vendaient leurs légumes. Il y avait des animaux, des porcs, des moutons, des veaux. Tous les mardis, il y avait le marché au petit veau. L'abri, où c'était en herbe. Et il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait tomber ça. Et les petits veaux étaient attachés là. Le mardi après-midi, hein, il y avait du monde dans la rue, pire qu'un jour de fête.
Jusqu'à 4h30 de l'après-midi, des fois 5h. Ah oui, c'était incroyable. Quand il y avait le marché, les gens venaient au marché, ils prenaient le temps. C'était surtout pour passer la matinée avec les copains et puis aller prendre un coup. C'était le point de ralliement de la famille dans la région. Tout le monde se voyait, les bistrots, là, ils travaillaient bien. On se connaissait, nous. Oui, dans le temps, on me demandait que monsieur Untel a Dosélé. Il dit, il habite là-bas, monsieur Untel. Non, il habite là-bas, on connaissait tout le monde. Et on prenait le temps de vivre. Comment ça se passait les déplacements du coup? Comment les agriculteurs venaient par exemple? Si l'agriculteur avait beaucoup de produits à vendre, il était obligé de venir avec le cheval pour amener ce qu'il avait à vendre. Il avait une vachère, s'il avait des animaux à transporter, il venait avec la vachère. C'était une petite remorque, si on peut imaginer un peu, où on montait soit le bœuf, soit la vache, soit les porcs dedans, ou le veau, pour venir le vendre au marché. Les chevaux, ils étaient stationnés à côté de l'hôtellerie normande ou chez monsieur et madame Davout, qui était dans le milieu du bourg. Là. En le temps, il y avait très peu de tracteurs. Hein. Et surtout les chevaux. Dans les fermes, des fois, il y avait 2 chevaux pour mettre un devant l'autre, il y avait des côtes à monter et tout. Même sur les trottoirs, il y avait des anneaux pour attacher le cheval. Maintenant, on n'attache plus les voitures. C'était juste après la guerre, ils n'avaient que des chevaux pour travailler à cette époque-là. Bon, après ça, il est arrivé les tracteurs, mais les tracteurs sont arrivés en années 50, 52, 53, si vous voulez. Les gens se déplaçaient en vélo ou en mobilette, hein, ou je dis en carriole à cheval, mais les voitures étaient très rares. Donc les gens venaient faire leur commission à Dossulé, certains venaient avec leur carriole tirée par un cheval. Il y avait un bourrelier déjà. Le bourrelier, il travaillait le cuir et donc il faisait les équipages pour les chevaux. Il fallait réparer les équipages quelquefois et donc porter au bourrelier pour qu'il nous le répare. Il y avait Maréchal Ferrand. Auparavant, il y avait des forges un petit peu partout, dans le sens où c'est les gens qui amenaient les chevaux de trait notamment chez le maréchal Ferrand pour qu'il les fasse, pour qu'ils puissent travailler. Dans le monde agricole, avant c'était l'ancien tracteur, hein, si on peut dire ça comme ça, d'où le percheron qui est quand même pas mal représenté dans le coin, ou tout ce qui est petit cob normand qui a un petit peu une taille inférieure. Mais effectivement, avant c'était pour se déplacer tout court, aller vendre les légumes au marché, labourer, ils servaient des chevaux pour tout. La bibliothèque, autrefois, c'était un haras. Des étalons qui venaient du grand haras du Pin arrivaient à peu près vers le mois de mars jusqu'en octobre, et les gens amenaient les juments pour la reproduction, parce qu'il n'y avait pas d'insémination artificielle. C'était des juments qui faisaient un poulain tous les ans. Le haras du Pin venait avec les mâles. Les chevaux, ils venaient du Puteaux à Dossulé sur la route à pied, et les gens ils disaient, ils étaient contents, ils faisaient comme les hirondelles, ils annonçaient le printemps quand ils voyaient les chevaux arriver, parce qu'ils sentaient que c'était le printemps, comme les hirondelles qui arrivent au printemps. Ah ben le haras, oui, il fonctionnait. Hein. Il y avait un palefrenier, puis 3-4 chevaux, et il y avait la monte en continu, quoi. Il y avait aussi sur la place là des concours de chevaux. Des concours de chevaux. On faisait courir les chevaux, ils regardaient et il y avait des primes pour les chevaux. Comment vous vous déplaciez sur des longs trajets? On n'allait pas tous les jours à Paris. Hein. Non, alors il fallait prendre le train, il fallait prendre le train, c'est tout. Les gens ne partaient pas en vacances, hein. Donc les gens restaient dans la région, ou alors on allait en vacances chez le grand-père et la grand-mère, ou le cousin et la cousine, mais il y avait très peu de longs trajets du fait qu'il n'y avait pas de véhicule. On allait au cinéma à Dives, mais on allait en vélo, dimanche après-midi. De toute façon, on travaillait 6 jours et demi sur 7, alors on n'avait que le dimanche après-midi.
Il y avait des grandes fêtes à l'époque avec Fernand Signory qui organisait ça. Il y avait des associations, il y avait des chars, il y avait tout un tas d'activités avec Fernand Signory. Ce monsieur, il travaillait chez Mademoiselle Ferré, qui était sa patronne, et il avait des dons pour animer, organiser. C'était un homme qui était très gentil, très près des gens. C'est lui en plus qui s'occupait du groupe théâtral, enfin il faisait venir des troupes de théâtre à Dozulé. À son enterrement, il a fait donner une bouteille de vin à tous les présents. Tous les gens qui étaient présents sont repartis avec une bouteille de vin. C'est bien le bonhomme, quoi. La religion tenait à l'époque une place importante. Hein. Quand il y avait la communion solennelle, c'était la procession d'Andozulé jusqu'au calvaire. Les garçons avaient le costume avec un brassard autour du bras. On mettait un brassard là, qui pendait comme ça, et les filles étaient en robe blanche, une grande robe blanche. Et il y avait tout le monde qui défilait avec les communiants et les communiants, toute la famille et tout. Ça faisait un grand défilé dans Dozulé. La petite communion à 9 ans, et puis après ça, on passait à 11 ans, et le renouvellement à 12 ans. C'était la réunion de la famille, là. C'était vraiment la fête. Hein. Le dimanche de la communion, c'était important. Les gens allaient souvent à la messe. Le dimanche, il y avait 2 messes. La messe basse et la messe plus importante après. Comme beaucoup d'autres de mon âge, on était enfants de chœur. C'est-à-dire qu'on allait répondre la messe le matin avant d'aller à l'école. À tour de rôle, les enfants de chœur, à 8 h, on allait à l'église, à la sacristie. Il y avait une petite messe à la sacristie, il y avait quelques paroissiens. Et ça durait de 8 h à 8 h 30. Et après, j'allais à l'école. Il fallait faire la clochette, là. Ding-ling pour que les gens se baissent la tête. Et il y avait les burettes. Il fallait mettre le prêtre, après la messe, il mettait ses doigts comme ça. Et on avait une burette d'eau et une burette de vin blanc. Et il fallait lui laver les mains, parce qu'il avait touché l'hostie. Il ne fallait pas toucher les hosties à l'époque. Les hosties étaient consacrées, il ne fallait pas toucher. Donc on lavait les mains avec l'eau et le vin. Et on avait le catéchisme au moment de l'école, enfin entre midi et midi et demi, avant d'aller à la cantine, vous voyez. Donc on avait une demi-heure de catéchisme à cette époque-là. On voyait les filles, parce que là, les filles, elles allaient au catéchisme en même temps que nous. Hein. Le collège ici, il n'existait pas? Ah non, pas du tout, non. Il n'y avait pas de collège à cette époque-là. C'était une ferme, il y avait des vaches. Vous avez encore la maison de la ferme avec les bâtiments qui étaient les étables. Hein. Là, c'était des herbages. Il n'y avait que le primaire, unité B pour les garçons et l'unité A pour les filles. Je commençais à l'école à 6 ans. J'allais à l'école, j'arrivais. La petite classe était dans un baraquement en bois. Comme c'était 5 ans après la guerre, c'était des baraquements. Il y avait beaucoup d'Allemands à Dozulé. Ils avaient fait forcément des baraquements pour se loger. Et comme ils étaient partis, ils avaient laissé les baraquements et on faisait l'école dans les baraquements des Allemands. Est-ce qu'avant, il y avait des transports scolaires? À cette époque-là, non, on venait à l'école. Tu allais à pied de Saint-Léger. De Saint-Léger. Saint-Léger, venir à l'école. Moi, j'habitais Crèveveuil. On faisait Crèveveuil, l'école était à Danestal. À pied? Oui. On marchait à pied. On avait 2,5 km à faire. Ouais. Et on emmenait le casse-route, la gamelle, parce qu'il n'y a pas de cantine chez nous là-bas. Pour aller à l'école, il fallait que je change de chaussures. J'avais 2 champs à traverser à pied. Et je mettais les chaussures dans la haie et puis je les récupérais en revenant de l'école pour rentrer à la maison, vous voyez. Par contre, il y avait le côté agréable, c'est qu'on remontait de l'école avec les copains, les
les copines, malgré tout, malgré qu'il y avait, c'était l'école des garçons et l'école des filles, on ne mélangeait pas, mais bon. On avait tous la blouse grise. Hein. Il fallait avoir la blouse grise pour venir en classe. On pouvait mettre un pantalon, on pouvait mettre un peu, mais la blouse grise était obligatoire. Une grande blouse grise par-dessus nos affaires. On arrivait à l'école à ce moment-là à 8h30 pour allumer le feu. On avait un poêle à bois et puis à charbon. Il y avait quelqu'un de désigné pour l'approvisionner, enfin pour l'allumer, de préparer l'allumer. On avait des tables avec des encriers. Dedans, on mettait forcément de l'encre et on avait le porte-plume avec la plume. Et à la fin de l'année, il fallait nettoyer notre table. On amenait un morceau de verre qu'on prenait et qu'on grattait les tables avec. On grattait les tables pour enlever toute l'encre qui était dessus. On avait notre cire et un chiffon. On passait un coup de cire sur la table, on reluisait et voilà, la table était à nouveau propre. Tous les mois, on avait ce qu'on appelait des compositions, c'est ce que répond un peu au devoir surveillé. Et on était noté et il y avait un classement à la fin de tous les mois. D'un côté, on a les résultats et de l'autre côté, ce qu'on devait payer. On devait payer pour l'encre et la craie, quand on prenait une plume, quand on prenait un nouveau cahier, c'était marqué sur notre carnet et quand on ramenait le carnet, il fallait donner l'argent avec. Est-ce que quand vous faisiez des bêtises, vous preniez des coups de règle? Quand on avait des mauvais résultats, alors là, on était appelé au bureau de l'instituteur et à ce moment-là, il sortait Marie-Christine. C'était une baguette. Alors rien que d'entendre Marie-Christine, ça faisait déjà de l'effet. Parce que... En classe, il y avait le coin, on allait au coin. La tourne. Alors à la récréation, si on n'avait pas été sage en classe, il fallait marcher à faire des allers-retours devant un mur de l'école. 5 ans d'écriture, on peut jouer à la récréation. Et 4,5, 4 3/4, et ben, la récréation était piquée devant le mur, regardez, pour dire... Fallait nettoyer la cour aussi. Pour nettoyer la cour, ils nous mettaient tous en rang, toute l'école en rang côte à côte. Ils nous faisaient avancer comme ça, l'un à côté de l'autre. Il fallait ramasser tout ce qui traînait par terre. Ça marchait droit. Hein. On avait, quand on rentrait dans la classe, on était aligné et il y avait intérêt de bien aligner parce qu'autrement, si on n'était pas aligné comme il faut, on prenait quelquefois un coup de pote dans les fesses. Hein. Au moment du 11 novembre, ils nous faisaient marcher autour dans la cour, marcher au pas. Hein. Il fallait défiler, que tout le monde soit y présent pour défiler, pour aller au monument mort. Ça, c'était très important. C'était l'ordre avant tout. Voilà. L'école était obligatoire de 6 à 14 ans. Après le CM2, il y avait l'examen du certificat d'études. On allait jusqu'au certificat d'études primaire, il y avait l'examen du certificat d'études. Après, on allait au collège. Et généralement, quand on était dans le rural, on y allait très peu. Hein. Les enfants à 14 ans, en général, ils allaient travailler. Alors, des fois, ils allaient travailler dans les fermes, ils ne leur donnaient pas des boulots très agréables. Hein, travailler dans les fermes, la vie n'était pas très drôle, quoi. À partir de 14 ans, vous pouvez travailler? Ah oui, il n'y avait pas le choix. De toute façon, moi j'ai eu 14 ans le 13 novembre. Le 14 novembre, j'étais dans une ferme à aider à travailler, à faire des étables. L'hiver, hop, le matin à 7h debout, 7h30, allez, va soigner les bestiaux là-bas. Là. Je récupérais la crème, tout ça, j'avais le beurre. Alors, ben, lundi c'était la corvée. Les gamins faisaient tourner la barrette. Après, des bottes de beurre, suivant s'il y avait comme ça. Puis là, ils vendaient ça au marché, là, près des Halles, donc auprès de la mairie. Là. Il y avait une douzaine de vaches. Ils s'occupent déjà. Hein. Le printemps, c'était les herçages, c'était tout ça dans les champs. Et l'été, c'était les foins. Les hommes bottelaient à la main. On travaillait beaucoup à la main. Hein. On fauchait au cheval avec une faucheuse. On mettait le foin, on grattait le foin, puis
un petit entrain comme ça tout le long. Il fallait prendre la fourche, l'emmener au soleil, l'étaler, tout était prêt. Bon, c'était tout un art. Un peu plus dans l'été, c'était les moissons. Après, c'était les pommes. On ramassait les pommes à la main, on mettait les pommes dans un sac, et puis on les chargeait sur un banneau ou sur une charrette, et puis on allait livrer ça à la cidrerie, soit Patrie, ou d'autres cidreries venaient récupérer les pommes. Et puis bon, on recommençait l'année d'après. Hein. Vous êtes déjà rentré dans une résidence de personnes âgées? Moi, dans une école avec le primaire, on mangeait avec les personnes âgées. D'accord. Et sinon, non. Non? J'habite juste là, dans le lotissement à côté. Je passe par ce petit chemin là pour aller au lavoir. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que la personne... C'est quoi votre nom déjà? Parce que Simone a cru que Lindsay était ma maman. Toi, ça t'a plu? J'ai beaucoup aimé parler avec Philippe. Franchement, c'était très très intéressant. C'est une bonne rencontre, ouais. Vous aussi, vous avez bien. Peut-être vous allez vous revoir, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train d'organiser d'autres rencontres. Ah bah c'est bien. Il va falloir que les élèves retournent au collège. Ils se plaisent bien avec les enfants. Mais on est en train de faire un petit peu des projets et puis on se dit que ça pourrait être sympathique qu'on revienne. Est-ce que vous aviez des jeux matériels, par exemple, je sais pas, une petite voiture ou un jeu comme ça? Oui, moi j'ai des petits mécanos à monter, tout ça, quand j'étais jeune, tout ça. Et quand on jouait à la dinette, on prenait de la vaisselle cassée, on faisait nos dinettes comme ça. Comme distraction, j'avais un cerceau. C'était une roue de vélo avec un pneu météo autour, un bâton, et on faisait rouler le cerceau. Et on courait, on a fait des kilomètres avec mon cerceau. On restait pas à la maison, on était toujours dehors, hein. On n'avait pas de télévision, on n'avait rien, il fallait courir. Et on courait dans la campagne, sur les routes, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Bon, on s'amusait comme ça, on courait dans le champ, tout ça. On vivait dehors finalement, hein. On rentrait juste à la maison pour être à l'abri. Hein. C'était une bonne époque malgré tout, hein. Mais même si c'était dur... Il n'y avait pas d'électricité. Alors à cette époque-là, on allait se coucher avec une petite lampe à pétrole, une lampe pigeon. On ne voyait pas dans les l'écran, il y avait des petits dessins. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'était le gel. Alors quand on sortait de lit, on traînait pas. On faisait du feu dans le fourneau et puis ils mettaient du bois, puis ça servait à chauffer la maison, enfin, comme on pouvait. Hein, mais bon, c'était le bois. Hein. La cuisinière à bois. Qui avait dans la cuisine, c'est tout, il n'y a pas d'eau de chauffage. Il n'y a pas de robinet, voilà. Il n'y a pas d'eau sous pression, il n'y a rien. Il n'y a pas de baignoire, il n'y a pas de douche. Devant un seau d'eau. Parce que à la laiterie, il y avait un grand machin comme ça. Et je faisais chauffer de l'eau pour faire la manger aux bestiaux. Alors, quand moi, le samedi, quand je revenais du travail, je gardais toujours un petit peu de feu là. J'allais dans la laiterie, je prenais un seau d'eau chaude, qu'on me lavait comme ça, puis me rinçait au mieux. J'étais bien obligé de se laver. Hein. Je mettais la grosse bassine sur la boîte pour qu'elle soit à hauteur, une planche qui plongeait comme ça dedans, puis le linge dessus. Et puis après, quand on était lavé tout ça, il y avait le lavoir qui était plus bas, et il allait rincer ça au lavoir. C'était de la vie, on n'y pensait pas, on était habitué comme ça. Là, vous avez maintenant, c'est le central pour le téléphone. Et autrefois, c'est là que se trouvait l'usine électrique. Et c'était aussi la maison après du garde champêtre là. Il y avait le garde champêtre qui vivait là. Et au début, pour les pompiers, il avait au-dessus une sirène. Et c'est lui qu'on appelait et qui actionnait la sirène et les pompiers venaient. Il y avait une coupure d'eau
Tout le monde n'avait pas le téléphone comme nous on a et tout ça. Hein. Comment ça se passait? C'était Léon Chartier qui était responsable de la commune. Il avait une cloche. Ding-a-ding, 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 ding-a-ding. Tout le monde entendait, tout le monde sortait sur le trottoir. Il y avait quelque chose à annoncer au public. Et c'est lui qui annonçait ça comme ça. Il y avait un téléphone ou deux par commune et c'était tout. Hein. On écrivait beaucoup malgré tout à cette époque-là. Et le facteur, il faisait sa tournée tous les jours avec le sac à dos et à pied. Parce que le téléphone faisait que de se développer un peu, il n'y avait pas beaucoup de téléphonie. Hein. Et puis on avait les informations par la radio aussi. Et la radio qu'on recevait le mieux, c'était Radio Luxembourg à l'époque. Où je travaillais, moi, il y avait un poste avec une antenne, un vieux poste, là, de toute façon. Mais on l'écoutait qu'éventuellement le midi quand on est là, quand on mangeait, mais autrement après, il n'y avait plus de radio. Vous savez, la télévision, je l'ai connue, moi, en 61. Ça a commencé peut-être vers 5h30, 6h le soir. Et puis, on avait les journaux du soir. Et puis, ça s'arrêtait vers minuit à peu près. Chez nous, mes parents, il n'y a pas de télé. Alors, j'ai un copain là, c'était du même âge. Il avait acheté la télé. Il n'y avait qu'une chaîne, hein, et noir et blanc. Alors, quand quelque chose qui nous intéressait, il me dit tiens, petit, aller voir la télé chez toi. Alors, ça, mes parents disaient oui, il n'y a pas de problème. Au début, ils n'en voulaient pas, puis après, ils sont bien habitués. C'est comme tout, on s'habitue bien au confort. Et s'il fallait revenir, je sais pas, 50 ans en arrière ou 60 ans en arrière, ça serait dur. L'autoroute est arrivée vers les années 70, je crois 173 que les travaux ont dû commencer, et elle a été mise en circulation en 76. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait encore des trains qui venaient, qui amenaient de la marchandise à la gare de Puteaux. La 400, ça a été construit à la place d'une ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Dives, Dozulé, qui repartait sur Mésidon. Comment avez-vous vécu l'arrivée de l'autoroute à Dozulé? Pour moi, l'autoroute, ça a été quelque chose de très bien. Pour se déplacer, c'est quand même très avantageux par rapport à la route qu'on avait pour aller à Rouen ou alors même à Paris. La nationale, les camions avaient du mal à approcher, à se garer. Déjà, les voitures, ça a évolué, il y avait de plus en plus. Donc, passer beaucoup de camions, beaucoup de voitures, parce que c'est une nationale où il y avait beaucoup de déplacements. C'était la liaison Rouen-Caen. D'ailleurs, le trafic pourrait plus se faire dans Dozulé même maintenant. Avec tout ce qui passe sur l'autoroute, pour aller à Paris, maintenant c'est 2 heures. Avant, il fallait 2 heures, 3 heures, 4 heures pour aller à Paris. Ça a permis d'apaiser. Donc on a respiré un peu plus. Ça a permis aussi de déplacer les gens. Ils viennent beaucoup plus d'habitations maintenant dans nos régions qu'à cette époque-là, malgré tout. Qu'est-ce que vous pensez de Dozulé maintenant et de Dozulé avant? Dozulé, il fallait que ça évolue. Maintenant, je dirais qu'il faut laisser des herbages. Hein. C'est la terre qui les nourrit. Hein. Beaucoup de choses ont changé à Dozulé par rapport à ce que j'ai connu. Ça s'est agrandi. Le paysage n'est pas plus du tout le même. La place du Haras, où j'ai encore connu les chevaux venir au Haras. Maintenant, c'est différent. Mais bon, c'est comme ça qu'on évolue. Hein.